Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, Equilibrium. Quand j'entends certaines personnes fustiger Oblivion pour les ressemblances avec d'autres films de science-fiction, quand j'en entends certains pester contre les soi-disant non-respect de ses propres règles de looper, je comprends encore moins qu'à l'issue du visionnage du film, comment une daube telle que Equilibrium peut avoir une telle réputation. Des tas de personnes m'avaient parlé d'Equilibrium, apparemment subjugué par ses qualités et son message. Le film semblait les avoir séduits, comme le petit outsider au budget ridicule qui ferait chavirer le cœur des foules par sa sincérité et la beauté de son message. En gros, Equilibrium, c'était Rocky Balboa, mis au tapis par le carton de l'apolocride Matrix, mais parvenant tout de même à conquérir le cœur d'Adrienne, le public. Mais ce film est pourri! Pas foncièrement, il y a quelques éléments corrects dedans, mais certainement pas assez pour être porté au nu par une foule en délire clamant à qui veut bien entendre que c'est un meilleur film que Matrix! Non! Juste non! Le problème n'est même pas que le film aille pomper dans diverses œuvres de science-fiction, puisque quand c'est réussi, ça donne des choses excellentes. Il n'est même pas non plus dans l'interprétation de Kristen Stewart avec une bite, qui joue aussi mal que dans n'importe quel autre de ses films. Le problème est à peine que le film soit un plagiat honteux de Matrix, et j'y reviendrai en temps et en heure vers la fin de la critique. Non, le problème, c'est tout simplement que c'est nul. Ça fait longtemps que je ne me suis pas amusé sur un seul film, donc allons-y. On commence très mal, puisque l'introduction du film elle-même est déjà surjouée et au texte plutôt bancal. A third world war broke out. Mankind could never survive. A fourth. Ce texte qui se croit percutant est l'œuvre de cet homme. Cet homme n'est pas un figurant lambda qui aurait été filmé pour illustrer le sport de combat utilisé dans le film, c'est l'inventeur même de ce sport et réalisateur du film, Kurt Weimer. Bien qu'américain, ses racines germaniques sont plus qu'évidentes et c'est probablement une des raisons qui l'ont poussé à écrire ce scénario et à tourner la quasi-totalité du film à Berlin pour profiter de son architecture. Il nous parle d'un monde qui a vécu une troisième guerre mondiale et a décidé à son issue de modifier sa façon de vivre. Les émotions étant la principale cause de tous les conflits, il a été décidé de rendre obligatoire l'utilisation du prosium, une substance qui les inhibe totalement. La bonne tenue du monde est assurée par les tétragrammatones, une sorte d'état religieux suivant les paroles du père comme leur seule doctrine. On peut d'ores et déjà faire une pause ici puisqu'on a déjà de quoi se plaindre alors que le film n'a même pas commencé. Le monde décrit ici emprunte ses aspects à au moins 4 grandes œuvres littéraires. Le monde dictatorial, à l'issue d'une nouvelle guerre mondiale, vient principalement de 1984, le roman de George Orwell, mais est aussi le prémisse du meilleur des mondes de Aldous Huxley ou de Fahrenheit 451. Ce fameux prosium est une déclinaison du concept général d'une drogue donnée au peuple pour les contrôler. Les drogues d'un bonheur insoutenable d'Ira Levin, de 1984, ou encore le soma du meilleur des mondes, bien qu'il ait cette différence de ne pas supprimer les émotions, mais de placer la population dans un état de bien-être encouragé par le conditionnement psychologique effectué dès la naissance. L'idée du père, ou d'une figure qui dirige l'état d'une main de fer, vient également du Big Brother de 1984, ou de l'ordinateur d'un bonheur insoutenable. Finalement, l'œuvre à laquelle le film ressemble le moins est la seule dont ils se disent clairement inspirés, THX 1138. Fameux film réalisé par un tout jeune George Lucas et clairement inspiré d'un bonheur insoutenable, mais surtout d'un bien meilleur niveau, dont il ne reprend finalement que des éléments totalement universels. Les flics au visage masqué et le héros qui se révolte après la disparition de la femme qu'il aime. 2 éléments qui se dérouleraient dans n'importe quel film, peu importe le contexte, et qui donnent donc le sentiment qu'il s'agit d'une sorte de demi-aveu de plagiat, mais sans trop avouer quand même, auquel s'ajoute le fait de prendre des substances chimiques pour contrôler la population. Et ce n'est que l'introduction! Plongeons avec émotion dans la première séquence. Des rebelles à l'autorité sont dans un bâtiment abandonné lorsque l'un d'eux avertit ses camarades de l'arrivée des ecclésiastes. Admirez l'artificialité totale de la mise en scène puisque, informé d'un danger imminent, le chef des rebelles ne sonne pas l'alerte mais regarde fixement dans la direction opposée aux sirènes hurlantes des voitures. Les ecclésiastes sont des copies honteuses de Néo, sont le bras armé du tétragrammaton, des hommes formés à traquer les résistants, aux techniques de combat les plus avancées et efficaces, et ont pour mission de détruire toute trace du passé qui permettrait la résurgence des émotions que l'État combat. Quel meilleur rôle pour Christian Bale qu'un homme dépourvu d'émotions avec un balai dans le cul et un ton monocorde et assuré. Il incarne ici l'ecclésiaste Preston et est accompagné de Partridge joué par Sean Bean. Tous deux pénètrent dans le bâtiment et arrivent devant la porte de la pièce où se sont réfugiés les rebelles. Il ordonne aux soldats d'éteindre les lumières pendant que l'on nous indique subtilement que Partridge est en proie au doute, puis Bale se lance à travers la porte et... attend.
Profitons de cette attente pour nous demander comment nous pouvons être dans le noir total, puisque le couloir dans lequel ils étaient était blindé de fenêtres sur toute sa longueur. Profitons-en aussi pour nous demander l'intérêt d'une telle attente. Les résistants savent très bien qu'il est dans la pièce et qu'il va ouvrir le feu de toute façon. Ce n'est qu'un petit effet voulu par le réalisateur, qui prend une importance démesurée, la rendant totalement improbable et augmentant encore plus l'artificialité de la mise en scène. Et puis, voici le gun kata. Une création aussi stupide que j'ai du mal à croire qu'on ait pu laisser faire ça. Non seulement Preston bouge ses bras à une vitesse impossible, ce qui aurait pu être logique dans Matrix, que le film copie déjà grassement depuis le début, mais n'a absolument aucun sens dans cette dystopie, mais en plus, le principe même de cette technique est complètement débile. The gun kata treats the gun as a total weapon, each fluid position representing a maximum kill zone, inflicting maximum damage on the maximum number of opponents, while keeping the defender clear of the statistically traditional trajectories of return fire. L'ancienne géométrie Shadok reposait sur un postulat assez bizarre qui disait « La ligne droite est le plus long chemin d'un point à un autre ». C'est complètement con. Combien de balles se perdent nulle part en fonction du nombre d'opposants? Faire des statistiques, je veux bien, mais ça veut dire qu'ils apprennent par cœur des statistiques en fonction de chaque type d'environnement et de chaque quantité d'ennemis? Et comment pourrait-il prévoir n'importe quel cas de figure? Ça n'a pas de sens! Je suis le premier à défendre les concepts de cinéma un peu spéciaux tant qu'ils sont nécessaires au film, mais là franchement c'est un peu gros! D'autant qu'il ne s'en servira que 2 ou 3 fois dans le film, et même pas toujours de cette façon, et en plus on voit que dalle parce qu'on est dans le noir. En fait, le vrai problème, après quelques recherches, est venu d'un différend entre le chorégraphe des combats et le réalisateur Kurt Weimer. Il avait imaginé une espèce de kung-fu avec des flingues dans les bras, assez basique, mais le chorégraphe, lui, voulait quelque chose de plus symétrique, géométrique, pour rendre ça un peu plus classe. Ils ont essayé de régler le conflit comme ils ont pu, et ça a donné cette daube. Après quoi, les ecclésiastes et leurs hommes trouvent les diverses œuvres qu'abritent les rebelles et y mettent le feu. Preston parvient à trouver la cachette presque par magie, comme s'il avait ressenti les œuvres sous le plancher. C'est la première brique qui sert à faire comprendre sans aucune subtilité, parce qu'il le rabâche pendant tout le film, que si Preston est un si bon ecclésiaste, capable de démasquer les rebelles et de penser comme eux, c'est parce qu'au fond de lui, il est un rebelle. Il arrive à se mettre dans leur peau parce qu'il est dans leur peau. Je passerai sur le fait que la Joconde, soi-disant authentique vue ici, est supposée être une peinture sur bois et non sur toile, et bien plus petite que celle-ci, parce que j'en savais rien non plus avant de le lire sur internet. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne me fait rien. Compter sur la réaction du spectateur à la destruction d'une œuvre, même aussi célèbre que la Joconde, est un mauvais calcul. Contrairement à un personnage qui est à la base un être fictif auquel on s'est attaché grâce à ses émotions et à son comportement, nous savons que l'œuvre n'est pas la vraie et qu'elle est de toute façon en sûreté et ne risque rien. D'autre part, parce que compter là-dessus, c'est à peu près la même technique que ça. Roland Emmerich s'est fait une spécialité de détruire des œuvres connues de tous, car le spectateur a de toute façon bien plus de chances d'y être attaché que de l'être au protagoniste du film. Surtout depuis qu'il a complètement arrêté d'essayer de leur donner une personnalité, ce qui était encore le cas jusqu'à 2012. Le problème, c'est que autant détruire un bâtiment a le mérite de faire du grand spectacle, autant brûler un tableau, on s'en fout comme de l'an 65. Si ça vous a touché personnellement, tant mieux pour vous. Mais moi, quand j'ai vu cette scène, c'était un jeudi. Rentrant du boulot, Preston remarque un comportement suspect chez son ami et collègue qui n'est pas foutu de dissimuler un livre correctement dans un manteau qui lui descend jusqu'aux chevilles. Par la suite, Preston est convoqué par son supérieur, Monsieur Dupont. Enfin, en VO ça donne un truc un peu plus classe puisque ça donne DuPont. Mais pour nous, ce sera Monsieur Dupont. Cette scène est encore une fois totalement artificielle et mal gérée pour une raison simple. La raison pour laquelle Dupont l'appelle dans son bureau, c'est uniquement pour faire de l'exposition. Il passe en revue la vie de Preston, ses capacités, les événements marquants de sa vie, comme la mise à mort de sa femme pour crime d'émotion, insiste sur le fait que Preston sait sentir les rebelles pour en mettre une couche sur le foreshadowing de sa future rébellion, et le laisse partir. Si encore il lui avait remis un ordre de mission, il lui avait demandé un rapport sur l'expédition de tout à l'heure, mais non! C'est juste pour le titiller sur le fait qu'il n'a pas été foutu de démasquer sa propre femme alors qu'il est supposé être le meilleur. Cette réunion a au moins eu l'intérêt de faire comprendre à Preston, qui n'est manifestement pas très dégourdi, que son collègue ressent aussi des émotions. Il se met donc en route pour le retrouver dans une église, qui me semble être la première chose qu'une société fondée sur la chasse aux émotions aurait été démolir, mais acceptons. Et nous gratifie ici de la 14e mort de Sean Bean à l'écran.
Admirez le symbolisme subtil de la balle qui détruit d'abord le livre avant de tuer sa victime, appuyant pour ceux qui n'auraient pas compris le message du film, détruire les œuvres, c'est détruire notre humanité. C'est à ce moment que le film nous introduit au nouveau partenaire de Preston, Brent, un jeune ecclésiaste qui considère son association avec lui comme l'opportunité d'une belle avancée de sa carrière. Notre héros retourne chez lui pour trouver son fils devant la télé. Il est le prototype classique du gamin qui parle comme un adulte, mais j'avoue qu'étant donné le contexte et l'effet du prosium, c'est la première fois que je trouve cela intéressant. Avoir tué son ami perturbe un peu Preston, qui repense alors à l'instant où sa femme a été arrêtée et condamnée. Remember me. T'es sa femme! Évidemment qu'il va se souvenir de toi! Le fait, d'ailleurs, qu'il soit marié et ait des enfants est probablement la plus grosse incohérence du film, car une société qui réprouve les émotions, mais autorise les gens à se marier et à fonder une famille, c'est quand même tendre le bâton pour se faire frapper. Dupont trouve d'ailleurs ça formidable que Preston soit marié. You're a family man, Cleric. Yes, sir, a boy and a girl. Good. Mais bordel, s'ils se marient, ils sont forcément liés, ils développent forcément un attachement quelconque. S'il peut considérer Partridge comme son ami et sa femme comme sa femme, c'est qu'il y est attaché. Pire que ça, même l'attachement à un animal est prohibé. Alors on n'a pas le droit d'avoir un chien, mais on peut vivre avec une chienne? Le lendemain, alors qu'il allait prendre sa dose quotidienne de prosium, Preston l'a fait malencontreusement tomber. Plutôt que d'en prendre une autre, il décide, sans trop comprendre pourquoi lui-même, de passer la journée sans. Les deux ecclésiastes sont ensuite appelés en mission chez une femme suspectée d'émotion et de faire partie de la résistance. Son appartement est fouillé jusqu'à la découverte d'une pièce secrète. Mais oui! Voilà, c'est ça qui va sauver les émotions de l'humanité! Il faut sauver les tapisseries moches! Il faut sauver les tapisseries moches! La demoiselle est donc arrêtée et condamnée manu militari. Elle s'appelle Mary et va être interrogée par Preston, ce qui sera l'occasion pour elle de sortir son grand discours. Et c'est là que l'on se rend compte du vrai problème du film. Ce genre d'univers dystopique est là pour nous montrer les travers de certains dogmes, comme l'ont fait chaque œuvre dont s'inspire le film. L'eugénisme pour le meilleur des mondes, le totalitarisme ultra-sécuritaire dans 1984, le fait d'entretenir la bêtise et l'aliénation du peuple pour favoriser la consommation dans Fahrenheit 451, et la quête aveugle du bonheur amenant à une apathie générale de la population dans un bonheur insoutenable. Alors que le message d'Equilibrium se focalise sur une seule et unique chose, l'annihilation des émotions. Si le contrôle des émotions marche dans ces œuvres, c'est parce qu'il est mis en place pour protéger autre chose. Dans la plupart d'ailleurs, l'idée est plus de conforter les gens dans un bonheur béat plutôt que de leur donner la capacité émotive d'un brocoli. 1984, lui, le fait pour maintenir une population docile et la rendre plus facile à surveiller. Mais la suppression des émotions, en tant que base d'une société et non une conséquence ou un outil, ne fonctionne pas et n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'une population apathique, ça ne donne pas ce qu'on voit dans Equilibrium. Ça donne les Héloïs de la machine à explorer le temps. Si nous n'avons plus d'attachement émotionnel, si nous ne sommes plus motivés par notre volonté, nous devenons apathiques. Bien faire son travail, avoir de la rigueur, poursuivre l'élimination des œuvres qui risqueraient de nous faire ressentir, ce n'est pas un réflexe mécanique de notre instinct de survie. Et c'est en ça que tout le film pose problème, puisqu'il prend la chose totalement à l'envers, et ça ne marche pas. Le principal souci étant que c'est précisément leur envie qui pousse tous ces gens à agir. Preston veut protéger la société. Brent veut réussir professionnellement. Ce ne sont pas les citoyens de 1984 qui prennent leur cachet parce qu'ils font partie de la classe ouvrière pour être serviles et obéir aux ordres des dirigeants. Ce sont des gens qui ont un objectif et désirent quelque chose, ce qui est une émotion. La chose n'est pas aidée d'ailleurs par le fait que Preston et Brent sont les deux seuls personnages du film à vraiment prendre leur prosium, les autres étant au choix des rebelles, des flics sans visage, des agents administratifs dans l'exercice de leurs fonctions, ou des gens qui font croire qu'ils prennent leur prosium. Si on prend en plus en compte le fait que Preston arrête très vite de prendre le sien, qui prend son prosium en fait dans ce monde ?